Notre première table ronde pose le décor de notre journée. Son titre Changer d'air, de la dépendance fossile à la sécurité d'approvisionnement. On va voir comment passer d'une énergie importée et carbonée à une énergie locale, sûre et abondante. Nous parlerons mix énergétique, équilibre entre électricité et chaleur. On parlera des leviers pour garantir la continuité d'approvisionnement. Alors, je vous présente nos intervenantes et intervenants. Nous rejoint Jessica Larsson, chef de la représentation en France de la Commission européenne. Merci de vous joindre à nous. Vous allez nous dire où en est l'Europe 3 ans après le choc énergétique consécutif à la guerre en Ukraine. Et Bruxelles prépare une stratégie chauffage et refroidissement attendue pour 2026. On en saura plus dans quelques instants. Et pour un éclairage national, on accueille Violaine Tarizo, directrice de cabinet du directeur de l'énergie à la DGEC, la direction de l'énergie et du climat au ministère de la Transition écologique. Asseyez-vous aussi, c'est très très bien. Vous allez nous préciser la manière dont l'État concilie sortie des fossiles et sécurité d'approvisionnement. On verra aussi avec vous ce que l'attendu PPE pourrait réserver sur le froid et la chaleur renouvelable. Et pour compléter ce panel, 2 acteurs de l'énergie. Franck Lacroix nous rejoint, directeur général adjoint de Engie. On parlera ensemble mix, flexibilité, articulation des réseaux thermiques et électriques. Et pour nous rappeler l'importance de la chaleur renouvelable dans le mix, nous rejoint Sylvie Géano, présidente, directrice générale de Dalkia. Vous allez nous montrer, exemple à l'appui, comment les projets de chaleur renouvelable, géothermie, biomasse, chaleur fatale. Achetez-vous ici, Franck. Finalement, je crois qu'on a ajouté un siège supplémentaire. Je ne suis pas persuadé qu'on attend une personne de plus. Mais tout le monde est bienvenu ici. Vous le savez, l'hospitalité est grande à la FEDEN. Donc, merci d'avoir répondu tous les 4 à l'invitation. Cette table ronde est divisée en 3 temps. Je vais me mettre ici, moi, finalement. On va d'abord commencer par comprendre ce qui a changé depuis 2022, puis on verra comment assurer cette sécurité d'approvisionnement, quelle place prendra dans ce défi la chaleur renouvelable. Et pour terminer, je vous demanderai comment massifier les réseaux de chaleur. Allez, on commence avec vous, si vous voulez bien, Jessica Larsson. 3 ans après le début de la guerre en Ukraine, on a envie de savoir comment l'Union européenne évalue la sortie des fossiles russes. Est-ce qu'on peut dire que l'Europe a véritablement ouvert un nouveau chapitre de souveraineté et de sécurité énergétique ? Bonjour à tous. Ce sera mieux avec un micro. Bonjour à tous et puis merci beaucoup à la FEDEN pour cette invitation à participer aujourd'hui à cette table ronde dont le sujet est essentiel. Alors je voudrais déjà commencer par rappeler qu'au lendemain de l'invasion russe de l'Ukraine, l'Union européenne a réagi très rapidement pour répondre au fait que la Russie instrumentalisait le gaz, enfin les énergies fossiles et le prix de celles-ci. Donc dès le mois de mai 2022, on a proposé un plan qui s'appelle Repower EU pour sortir de notre dépendance aux énergies fossiles russes. Ce plan, il reposait sur un triptyque. Donc d'abord, la diversification de nos approvisionnements en cherchant des partenaires plus fiables que la Russie. Ensuite, l'accélération du déploiement des renouvelables dans notre mix énergétique pour réduire le besoin de fossiles. Et enfin, on a renforcé les exigences en matière d'efficacité énergétique pour réduire notre consommation d'énergie globale. Ce plan Repower EU, il faisait suite à l'adoption aussi du pacte vert qui a été rappelé tout à l'heure. Et j'étais ravie de voir le slide présenté montrant le coût gagné en importations qui n'ont pas eu lieu. Grâce à l'évolution, à de nombreuses évolutions en Europe, que ce soit tant sur le plan du déploiement des énergies renouvelables, mais aussi des progrès en termes d'efficacité énergétique et de sobriété. Ce triptyque qui s'inscrit pleinement dans le prolongement de notre stratégie qui vise à atteindre la neutralité carbone en 2050. Et on peut donc dire que la crise, elle a eu un effet d'accélérateur, donc ce n'est pas une crise perdue, j'ai envie de répondre, de notre agenda climatique, puisqu'elle nous a conduit à pousser les curseurs
en matière d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique pour 2030, plus loin. En effet, on a revisité certains textes, dont la directive sur les énergies renouvelables en 2023, en relevant l'objectif à 42,5% en 2030 contre 40% auparavant. Et sur l'efficacité énergétique, on a également revu notre directive avec pour ambition de réduire de 11,7% notre consommation finale d'énergie en 2030 par rapport à notre scénario de référence de 2020. Donc, de fait, notre agenda de sécurité énergétique et celui de l'intérêt climatique sont parfaitement alignés. Et la guerre en Ukraine nous a permis d'accélérer cet agenda pour renforcer notre souveraineté énergétique. Mais je rappelle qu'on avait commencé le travail avec le Pacte vert et ce n'était pas à l'origine principalement pour des raisons de souveraineté. Ces raisons, elles sont venues effectivement dans le contexte géopolitique qu'on connaît. Pour en venir au résultat, je voudrais d'abord rappeler que la réponse du système gazier européen a été tout à fait remarquable. En l'espace de 12 à 18 mois seulement, on a construit de nombreux terminaux flottants pour accueillir le GNL. Et surtout, on a réussi à inverser les flux de gaz en Europe, et ça a déjà été mentionné. Autrefois, le gaz circulait principalement du nord et de l'est de l'Europe vers l'ouest et le sud. Et il vient désormais plutôt du sud et de l'ouest vers le nord et l'est de l'Europe. Donc, on ne pensait pas, avant l'agression russe, que cela serait possible en si peu de temps, mais ça a été fait. Ce qui montre que lorsqu'on est coordonné et solidaire, on y arrive au niveau européen. Plus globalement, sur la sortie des énergies fossiles, parce que bon, la substitution, c'est bien, mais l'objectif, c'est de sortir des énergies fossiles. Et en tout cas, sur la sortie des énergies fossiles russes, les chiffres sont très parlants. La part du gaz russe dans les importations est passée de 150 milliards de mètres cubes, ce qui représentait 45% de nos approvisionnements, à 13% au premier semestre 2025. Les importations de charbon russe ont totalement cessé grâce aux sanctions. Et la part de pétrole brut russe est passée à 2% au premier semestre 2025, alors qu'elle était de 26% en 2021. Et évidemment, pour nous, l'objectif aussi de ces sanctions, c'est de diminuer les revenus à l'économie russe permettant son économie de guerre. Et au total, les revenus de la Russie en provenance de l'UE sur les produits fossiles ont chuté de 90%. Et en parallèle, notre demande globale de gaz, donc pas seulement de gaz russe, a baissé de 17% entre août 2022 et janvier 2025, ce qui est tout à fait significatif. Et notre production d'énergie propre a fortement augmenté. Rien qu'avec l'éolien et le solaire, la capacité installée a augmenté de 58% entre 2021 et 2024. Et année après année, cette capacité d'installation augmente. Donc, on a certes bien avancé en 3 ans, mais maintenant, on doit finir le travail. Et pour sortir définitivement des énergies fossiles russes que certains États membres continuent à importer. Donc, la Commission européenne a présenté une nouvelle feuille de route le 6 mai dernier et des propositions législatives concrètes le 17 juin pour cette fois interdire toutes les importations de gaz russe d'ici le 31 décembre 2027. On propose donc d'interdire toute nouvelle importation de gaz russe, que ce soit par gazoduc ou par GNL, à compter du 1er janvier 2026, d'appliquer une phase transitoire pour les contrats existants. Pour les contrats à court terme, on propose de les interrompre en juin 2026 et pour les contrats à long terme, au 1er janvier 2028. On propose aussi d'interdire aux opérateurs sous contrôle russe d'offrir des services dans d'autres terminaux GNL. Et enfin, on propose que tous les États membres élaborent des plans de diversification pour une suppression totale de leurs importations de gaz russe d'ici 2028. Donc, on peut voir que les résultats obtenus sont très significatifs, mais maintenant, nous devons achever ce travail. Voilà. Merci beaucoup, Chika Larsson, pour cette présentation de l'accélération. On voit bien comment l'Europe a travaillé à accélérer pour sortir de notre dépendance aux fossiles russes. On va voir maintenant
comment y travaille concrètement la France, parce que la France doit relever un double défi, finalement, Violenta Rizzo, c'est sortir progressivement des énergies fossiles tout en garantissant la sécurité d'approvisionnement énergétique du pays. La table ronde a pour titre « Changer d'air ». Donc, comment l'État entend ce titre « Changer d'air », ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça implique concrètement pour concilier sortie des fossiles et donc sécurité d'approvisionnement énergétique? Vous m'entendez? Oui, très bien. Parfait. Merci beaucoup pour cette question qui me permet en plus de rebondir un peu sur la dernière question qui a eu lieu dans l'intervention précédente et aussi sur ce que vous venez de dire. Effectivement, on avait déjà enclenché une dynamique et donc ça a été rappelé et je pourrais le rappeler également ensuite dans une logique vraiment de transition écologique parce qu'à l'époque, on parlait vraiment comme ça et vous l'avez dit, c'était plus facile probablement dans le débat public. La crise géopolitique qui a eu lieu finalement les dernières années nous a aussi ouvert les yeux sur le fait que la transition écologique, c'était aussi de la souveraineté et donc il fallait continuer à accélérer, voire accélérer encore plus effectivement pour changer totalement nos modèles et avoir quelque chose à la fois qui avait réussi sa transition écologique et qui était beaucoup plus résilient. Changer d'air, pourquoi? Changer d'air parce qu'on est à un moment charnière finalement de notre histoire énergétique. Actuellement, je pense que vous avez les chiffres en tête, hein, mais on est à 60% finalement d'énergie fossile environ dans notre consommation énergétique en France. L'objectif qui est affiché dans la PPE mise en consultation, qu'on attend tous, vous l'avez bien dit, c'est de passer à 30% finalement en 2035. Donc c'est vraiment une inversion assez forte de notre système énergétique qu'on a commencé à enclencher avec pas mal d'efforts, mais qu'effectivement on doit continuer et il y aura vraiment une jonction. Une jonction, pourquoi aussi? Parce que ce shift entre le 60 et le 30%, il ne pourra pas se faire sans faire évoluer finalement nos façons de consommer, nos usages, etc. Ça passe par différents leviers que je pense que vous avez tous en tête. Ça passe par de la sobriété, ça passe par de l'efficacité énergétique pour mieux finalement consommer l'énergie qui arrive. Et ça passe par une électrification assez forte et assez massive qu'on essaye de porter en France. Et là-dessus, encore une fois, voilà, je ne vous apprends rien si je vous dis qu'elle n'a pas autant décollé que ce qu'on voulait sur les dernières années. Donc il va vraiment y avoir un changement finalement dans nos façons de consommer, même si en fait ça va pas totalement remettre en cause les usages. Hein. Je veux dire, se chauffer, ça sera toujours le même objectif final, mais ça ne sera pas avec le même vecteur énergétique. Se déplacer, ça sera la même manière. Mais ça nous demande vraiment de repenser la manière dont notre système énergétique fonctionne et sur quel type d'énergie finalement il se base. On fait ça pour des raisons effectivement de transition écologique. Les raisons de résilience et de souveraineté énergétique, elles sont là aussi. La facture énergétique de la France en 2024, c'était 58 milliards d'euros, dont 17 milliards d'euros au gaz naturel. Donc je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'électricité, la chaleur, c'est des choses qu'on peut produire sur notre sol, qui sont là, qui seront toujours là, même si il se passe s'il se passe des choses d'un point de vue du contexte géopolitique. Et donc c'est des choses sur lesquelles on peut compter. En plus de ça, donc j'ai parlé d'électrification, de chaleur, même au sein du coup du mix qu'on imagine, on a un enjeu de diversification finalement de nos options. Voilà, tout bon cours d'économie, pour plus de résilience, il faut diversifier son portefeuille. Donc on diversifie son portefeuille avec des options qui sont présentes sur notre sol et qui sont moins exposées aux tensions géopolitiques. Donc par exemple dans le secteur résidentiel, on a les pompes à chaleur aérothermiques qui se développent, mais à côté d'autres sources renouvelables comme la géothermie profonde, les pompes à chaleur géothermiques, le solaire thermique, et aussi de l'électrification qui se base plutôt sur des énergies renouvelables ou du nucléaire qui sont présentes sur notre sol. Comme vous l'avez rappelé, on a bien suivi la tendance européenne finalement en France, puisque d'un point de vue énergie renouvelable, il y a eu vraiment un boom finalement sur les dernières années, d'un point de vue énergie renouvelable électrique au moins, avec le solaire qui s'est développé très rapidement. Pour revenir plutôt sur la chaleur, puisque c'est aussi ça qui nous intéresse, j'aimerais aussi souligner finalement le fait que la dynamique est bien enclenchée. Si on parle simplement des réseaux de chaleur, en 2024, on a livré à peu près un peu plus de 50 000 sites, 52 000. C'est 28,3 TWh de chaleur livrée et c'est plus de 7% par rapport à 2023. Donc la dynamique, elle est enclenchée et je pense qu'il faut le souligner. Vous l'avez souligné au niveau européen. On a un enjeu de la conserver, de l'accélérer, parce que je vous l'ai dit, le mur qui est face à nous, il est quand même impressionnant et donc il faut prendre de l'élan pour le sauter presque. Mais finalement, on a quand même bien enclenché la dynamique, on ne parle pas de rien.
Donc la situation est vraiment encourageante. En plus, d'un point de vue bouquet énergétique dans les réseaux, ça c'est quelque chose que j'aimerais souligner, on est quand même déjà à une part finalement d'énergie renouvelable et de récupération qui est assez importante, avec un taux d'énergie de renouvelable et de récupération de consommation dans les réseaux qui est d'environ 60%. Donc finalement, je vous parlais de 60% d'énergie décarbonée dans les réseaux, on est quand même proche de ce qu'on voulait. Peut-être pour rappeler qu'en 2009, pour souligner aussi les progrès en quelque sorte qu'on a fait là-dessus, ce taux il était de 30%, donc c'est vraiment pas rien, et je pense qu'on peut aussi regarder derrière nous et se féliciter du travail déjà accompli et avoir confiance finalement en nos atouts pour passer à la suite. Donc finalement, pour conclure, effectivement, un changement d'air, parce qu'il va falloir repenser l'entièreté de notre système énergétique pour sortir de cette dépendance et vraiment compter sur des énergies qui sont produites sur notre sol, en fait, avec en plus un tropisme que vous avez dû observer sur les dernières années pour aller encore plus loin et avoir des énergies qui sont produites sur notre sol par des filières industrielles en plus en France ou en Europe. Et l'idée, c'est effectivement de se baser sur 3 leviers pour ça. La sobriété, qui peut faire évoluer un peu les pratiques. L'efficacité énergétique, qui est surtout avoir une énergie plus efficace quand on la consomme. Et l'électrification des procédés, qui peut permettre finalement de garder pas mal d'usages, finalement, se déplacer, se chauffer, mais avec une électricité souveraine. Merci beaucoup. Franck Lercroix, Violaine Tarizo nous dit à l'instant qu'on a un moment charnière. Du point de vue de l'énergéticien que vous êtes, comment vous abordez donc ce double défi, donc sortir des énergies fossiles et puis assurer notre sécurité énergétique? Je dirais que la sortie des énergies fossiles, on comprend avec tout ce qu'on vient de dire que c'est un vrai impératif en fait, pour une double raison désormais. Donc la lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi la souveraineté et l'indépendance énergétique qui est devenue un sujet absolument majeur. Et pour nous, en fait, vu des entreprises, je pense que c'est malgré tout un défi économique aussi majeur, en vérité. Parce que pour le faire, en fait, c'est un vrai changement de modèle. On passe au fond d'une énergie qui était une énergie produite avec low capex, enfin peu d'investissement, et des coûts de fonctionnement plus élevés et qui en plus présentent la grande caractéristique d'être très variable dans le temps, on l'a vu, à un autre modèle qui est, en fait, on investit beaucoup plus upfront au départ pour ensuite un coût qui est finalement beaucoup plus faible, des OPEX beaucoup plus faibles. C'est un changement complet de modèle qui pose, à mon avis, 2 questions fondamentales, qui est, la question de son financement. Il faut financer ces investissements upfront, c'est quand même pas rien. Et c'est des gros écarts. Quand on installe une installation au gaz, par exemple, si on fait de la biomasse, c'est à peu près 2 fois plus cher en installation upfront. Si on fait de la géothermie, c'est 5 fois plus cher. Donc voilà, on est une espèce de bascule complète dans le modèle. Il faut quand même juste l'avoir en tête, et c'est important. Et donc, en tant qu'énergéticien Engie, par exemple, la réponse qu'on a apportée à ça, c'est une réponse très simple qui a dit, au lieu d'être une entreprise extrêmement diversifiée, on devient une entreprise dont la raison d'être est la transition énergétique, son déploiement, son financement. On a fait des sessions, des grandes sessions, tout le monde le sait, et on s'est donné les moyens de pouvoir financer cette transition énergétique. Et résultat des courses, aujourd'hui, on investit un peu plus de 10 milliards d'euros par an pour construire donc des outils de production décarbonés dans les 30, 50, ça dépend comment on compte, pays sur lesquels nous intervenons. Donc ça, c'est le premier sujet qui est le défi du financement. Après, il y a un deuxième défi qui est le défi de la compétitivité de nos solutions. Et la compétitivité, c'est un sujet très compliqué parce que quand on compare des choses, il faut les comparer, pour quelle période, sur quelles hypothèses, tout ça est super compliqué. Et donc, ce qui compte aussi pour nous, c'est la vision de nos clients de la compétitivité de nos solutions. Et un client qui est un usager, ce n'est pas le même qu'un client qui est une municipalité, qui a aussi d'autres sujets en tête pour faire des investissements. Et ce n'est pas non plus la même chose, on en parlait tout à l'heure, avec les industriels, qui ont aussi des impératifs bien particuliers dans leur propre domaine. Et donc, cette compétitivité des solutions, leur perception par nos clients est un sujet absolument majeur pour nous.
Et peut-être la spécificité qu'on a, nous, chez Engie, c'est d'avoir essayé d'aborder cette complexe question de manière systémique, en fait. On sait qu'on a aujourd'hui un système énergétique, il est comme il est, il a commencé à bouger, vous avez raison de le dire, on a déjà bien avancé. Mais enfin, la grande différence entre ce qu'on a fait avant et ce qu'on va faire demain, c'est qu'en gros, il faut qu'on multiplie par 2, voire plus, la vitesse de transformation. Bon. Et donc, notre vision systémique, c'est de se dire, nous, on doit être capable de dessiner un système énergétique d'avenir qui nous paraît abordable. Parce qu'une transition énergétique qui ne le serait pas, ne se fera pas. C'est aussi simple que ça. Et donc, voilà. Donc, on a des experts qui ont fait un peu comme ce qu'on a fait en France avec la PPE ou en Europe sur un certain nombre de sujets. On fait des scénarios, on en a fait 2 déjà. Le dernier qu'on a fait nous amène à penser que le coût de cette transition énergétique ne dépassera pas 2% du PIB, en fait. Donc, voilà, on pense que c'est ça. Et le maître mot dans tout ça, et vous l'avez dit très bien, c'est la mixité énergétique. En fait, la vision qu'on a, c'est mixité énergétique et intelligence d'un système complexe qui fait vivre cette nouvelle mixité. C'est un changement absolument majeur. Et c'est ça les grandes orientations que l'on a prises. Donc, je passe sur les conséquences. On le sait tous, électrification. On se dit que pour nous, c'est 5,5 fois plus d'électricité que ce qu'on avait aujourd'hui. C'est bien sûr des outils de flexibilité. On le sait tous. C'est pour nous 4,5 fois plus de capacité de flexibilité que ce qu'on avait dans le passé. C'est de la molécule décarbonée avec des usages hydrogène pour des industries bien spécifiques. Et on pense que l'usage de l'hydrogène décarboné, ça sera dans l'avenir 7 fois plus important que ce qui existe aujourd'hui. Et puis c'est aussi le méthane décarboné. Alors ça sera beaucoup moins de méthane à l'avenir que celui qu'on utilise aujourd'hui, qui est carboné. Donc il y en aura 45% à peu près par rapport à ce qu'on consomme aujourd'hui, mais il sera donc pour le coup décarboné. Voilà un peu le système. Et puis bien sûr, cerise sur le gâteau, mais c'est beaucoup plus qu'une cerise, c'est la part de la chaleur, et de la chaleur décarbonée qui a l'immense mérite de pouvoir être fabriquée localement avec la valorisation des énergies du territoire, et on les a toutes citées. Et donc pour nous, cette mixité, quelque part, ça garantit la résilience d'un système. Alors quand même, encore en France, c'est assez étonnant, un débat où les gens disent « mais à quoi ça sert, toute cette diversité, ça coûte une fortune, les énergies renouvelables, ça ne sert à rien, etc. » Donc tous à fond sur le nucléaire, 100% de nucléaire, tout ira bien. Bon, ils ont la mémoire courte, voilà, et ils n'ont pas non plus compris que, voilà, quand on veut construire il faut suivre une courbe de transition. La courbe de transition, elle est faite de grosses infrastructures dont on a besoin, par définition. Et le nucléaire, quelle chance on a eu de l'avoir en France. Et quelle chance on a d'avoir des gens qui ont envie de continuer à la développer. Mais évidemment, on a aussi besoin, c'est comme un mur, il y a des grandes pierres, il y a des petites pierres, on a besoin de l'ensemble pour que le mur soit solide. Ça, c'est sur la résilience. Et puis, la mixité, c'est aussi la garantie de l'optimisation, en fait, d'un système, et qui permet, à chaque moment, d'utiliser la meilleure énergie. Et c'est un petit peu, voilà, c'est donc vers ce modèle, pour nous, qu'on se projette. Et au passage, la très bonne nouvelle, c'est qu'on a fait, vous le savez, un sondage, il n'y a pas si longtemps, auprès des Français, parce qu'on entendait des choses un peu bizarres là, dans l'opinion publique. Et en fait, les Français plébiscitent les énergies renouvelables pour faire de la chaleur, pour faire de l'électricité, etc. Ils les plébiscitent énormément. Et alors, 85% des Français voilà, plébiscitent ça. Le mieux, c'est que ceux qui habitent à côté d'une centrale renouvelable, que ce soit de l'éolien, du solaire, etc., le plébiscitent encore plus. 94% des Français qui habitent dans la proximité de ce genre d'infrastructure plébiscitent le développement. Donc, en gros, on a une vision, un système, on a déjà commencé à avancer, on va accélérer et on a le soutien des citoyens. C'est quand même une belle promesse. Et moi, je pense qu'il faut qu'on passe dans cette logique d'une espèce de contrainte, d'une espèce de difficulté, à une logique enthousiaste. Parce que moi, je suis convaincu que la transition énergétique, elle doit être désirable, abordable, sinon elle ne se fera pas.
Très bien, merci Franck Lacroix. On abordera tout à l'heure ce sujet qui est intéressant. Vous avez parlé d'approche systémique pour voir comment on peut massifier, parce que c'est tout l'enjeu. S'il y a des objectifs à 10 ans dans la PPE qu'on attend, il y a un moment, les 10 années vont passer très très vite. Donc il faut qu'on voit comment on massifie. Sylvie Géano, j'imagine que vous êtes peut-être d'accord avec Franck Lacroix. On est dans un plein changement de modèle. Ça amène chacune et chacun de vous à réfléchir comment travailler à sécuriser notre approvisionnement énergétique. Et il passe par des solutions locales sur lesquelles vous travaillez chez Dalkia. Très concrètement, comment vos projets ils assurent un approvisionnement d'énergie fiable et local, et comment ils peuvent permettre finalement de se substituer et de substituer autant d'énergie fossile demain? Oui, alors moi je vais rebondir sur cette note d'optimisme parce que au fond, politiquement on attend la PPE. Bon, le cadrage il est quand même là, elle dit quand même des choses. Ça n'a pas été voté, mais le cadrage est là. C'est le pensée global, un peu comme on dit, hein, la pensée nationale. Et puis on regarde ce qui se passe sur le terrain. Sur le terrain, c'est le penser local. On disait souvent, il faut penser global et il faut agir local. C'est le agir local. Et moi, je vois effectivement qu'il y a plein de choses qui s'inscrivent dans tout ce qu'on a dit depuis ce matin. Quand on regarde les émissions de CO2, il y a quand même deux gros pavés qui sont très importants à regarder, que sont le bâtiment à peu près 20%, l'industrie à peu près 20% d'émissions de CO2, puis après on a l'agriculture et le déplacement. Il y a beaucoup de débats sur le déplacement. D'ailleurs, j'entendais Luc Châtel sur les sujets automobiles tout à l'heure, ce matin en arrivant. Mais nous, on s'intéresse effectivement ici à la FEDEN aux questions de chaleur. La chaleur, ça veut dire quoi? C'est le chauffage, l'eau chaude et la vapeur industrielle. Vous voyez, on couvre ces deux segments que sont le bâtiment et l'industrie. Il faut se dire que c'est à peu près la moitié des consommations énergétiques du pays, ça a été dit, et on retrouve ce 60%, à peu près 2/3 qui sont de chaleur, produite encore à partir d'énergie fossile. Et qu'est-ce qu'on voit dans les territoires? On voit des élus, des décideurs qui ont compris le fait que cette décarbonation, c'est à la fois changer d'air, accent grave RE, mais que c'est également aussi changer d'air, AIR. Et ça les intéresse beaucoup. Et ils voient finalement dans un objet qui s'appelle les réseaux de chaleur et de froid, on pourra revenir également sur le sujet de froid, ils prennent ça comme un véritable outil de politique locale. Pourquoi ? Parce qu'ils peuvent l'orchestrer à leurs mains et faire, comme on vient de le dire, une transition écologique au sens décarbonation et qualité de l'air, qui leur apporte de la souveraineté, qui leur apporte de l'emploi local, qui leur apporte aussi un pouvoir d'achat pratiquement. Enfin, je veux dire, on arrive à faire aujourd'hui, grâce au réseau de chaleur et de froid, un chauffage et une eau chaude abordables et dans la durée, qui se décorrèlent finalement des courbes, j'ai bien aimé, M. Geoffron disait fractales, mais effectivement, qui se décorrèlent de ça. Ils ont eu très peur des gilets jaunes, de la crise en Ukraine, etc. Et cet objet-là présente aussi des modèles économiques qui s'appellent la délégation de services publics aujourd'hui, qui leur permet finalement de ne pas sortir 1 euro d'impôt local. Parce que les investisseurs, ce ne sont pas les collectivités, c'est une délégation de services publics, ce sont des acteurs tels que Dalkia, et des acteurs qui se trouvent dans la salle aujourd'hui à la FEDEN, qui investissent pour le compte d'eux et qui portent finalement les investissements qui sont importants pour réaliser cette chaleur décarbonée et abordable. Et les solutions, elles sont là, elles existent. Elles sont de plus en plus aussi systémiques. Au début de cette décarbonation des réseaux de chaleur, on a beaucoup parlé du bois, de la biomasse, du bois énergie, qui va rester une très belle énergie de la transition énergétique, mais dont on s'en dit qu'il faut aussi la regarder de façon sobre, parce que le bois énergie peut d'ailleurs apporter des solutions, pas qu'au réseau de chaleur. Ça apporte des solutions en particulier aux industriels quand il faut monter très haut en température, aller chercher de la vapeur. Et donc, et l'ADEME, je pense que Sylvain Zerman, qui va arriver tout à l'heure, va bien l'expliquer, souhaite qu'on aille chercher ces énergies du territoire au maximum. Pas que le bois énergie, plutôt d'ailleurs en dernier le bois énergie. Et donc, on va aller chercher les énergies du territoire.
ça m'amène à dire qu'il y a des énergies du territoire qui sont là et qu'il faut peut-être qu'on parlera de massification, vous l'avez dit en deuxième partie de cette table ronde, il faut quand même qu'on regarde encore plus attentivement les énergies de récupération. On a beaucoup travaillé sur les énergies des incinérateurs. Je crois qu'on a encore beaucoup de choses à faire sur la récupération de la chaleur fatale industrielle. Il va falloir qu'on trouve les déclics. On réclame de nos voeux un fonds de chaleur, un fonds de garantie pour la chaleur industrielle qui n'est pas de l'argent de l'État. Je le répète, mettons en place un fonds assurantiel parce que des industriels aujourd'hui, d'autant plus, dirais-je, dans le contexte que nous vivons, qui est quand même relativement instable, ont du mal à signer sur 15 ans, 20 ans, 30 ans pour sourcer leur chaleur fatale industrielle. Et donc, on aurait un fonds de garantie. Ça nous aiderait beaucoup. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on se remette sur ce sujet-là. La récupération de chaleur de la Terre avec la géothermie, qui se développe, qui est d'ores et déjà accompagnée, qui pourrait être un peu plus boostée, en particulier quand il s'agit de géothermie de surface. Vous avez cité les pompes à chaleur géothermales tout à l'heure. Ces pompes à chaleur nous permettent d'aller chercher des calories de la Terre plutôt qu'à 2000 ou 3000 mètres, parce que là, on ne peut pas le faire partout en France, mais autour de 100 à 200 mètres. Et là, il y a aussi beaucoup de choses à jouer dans cette récupération de chaleur-là. Et puis, évidemment, il y a toutes les pompes à chaleur classiques, et ça, c'est de l'électrification. D'ailleurs, même quand on fait de la géothermie, on utilise de l'électricité. Donc, on travaille sur ces questions d'électrification. L'électricité étant bas carbone en France, évidemment, ça fait partie de la solution. Et les réseaux de chaleur et de froid, c'est pas connu, font aussi, je dirais, un petit pas de progrès en matière d'électrification, et c'est tout à fait notable. Voilà, je voulais citer ces objets-là comme un succès aujourd'hui. Ça se réalise, les chiffres sont parlants. On a parlé de plus 7% de chaleur. Voilà. Et cette chaleur, elle est en complément toujours de tout ce qu'on peut faire en efficacité énergétique, parce que là encore, décarboner, c'est chasser le CO2, c'est chasser les énergies fossiles, et on le fait en consommant moins et en consommant mieux, c'est-à-dire bas carbone. Merci voilà. Sylvie Géano. Donc pensée globale, agir local, là aussi on voit encore un changement de modèle de pensée. Allez, on aborde la deuxième partie de la table ronde. On va voir si la chaleur renouvelable va monter en puissance dans la sécurité d'approvisionnement. Quelle est l'ambition en Europe et en France? On commence avec l'Europe. Jessica Larsson, si vous voulez bien, 2 questions sur la chaleur renouvelable. D'abord, est-ce qu'elle est un levier toujours stratégique du Green Deal européen, parce qu'on a parlé d'aller-retour avec les PAC, donc on a envie de savoir un petit peu où on en est. Et puis, savoir aussi, la Commission prépare une stratégie européenne chauffage et froid pour 2026, donc on a envie de savoir très concrètement à quoi il faut s'attendre. Merci. Alors oui, absolument. La chaleur et le froid sont un levier clé pour atteindre les objectifs du pacte vert. Je vais rappeler quelques chiffres qui ont déjà été énoncés, mais donc pour bien poser les termes du débat, la chaleur et le froid représentent aujourd'hui plus de 50% de la consommation d'énergie finale en Europe. Et à ce stade, le secteur reste très dépendant des énergies fossiles, puisque seulement 26% est décarboné. Donc c'est bien trop peu. Pour un ménage européen, puisqu'on parlait aussi d'abord de la question du pouvoir d'achat et de la affordability, excusez-moi pour le terme anglais, mais le chauffage reste le premier poste de consommation énergétique. C'est près de 80% de la facture énergétique des ménages. C'est donc un enjeu central si on veut réussir la décarbonation de notre économie d'ici 2050. Le paradoxe, c'est qu'on a fait des progrès importants sur l'électricité, avec près de 70% de production bas carbone en 2024. Mais le secteur de la chaleur reste encore à la traîne. Et décarboner la chaleur, c'est bénéfique à plusieurs niveaux. Bien entendu, c'est bénéfique pour le climat, puisque la chaleur représente 1/3 de nos émissions de gaz à effet de serre. C'est bénéfique pour notre souveraineté énergétique, car plus de 80% du gaz naturel est importé hors de l'Union européenne. Et c'est important pour notre compétitivité industrielle, parce que la chaleur renouvelable repose sur des filières européennes, qu'il s'agisse de solaire thermique, de géothermie ou de pompes à chaleur.
Et enfin, pour l'efficacité et la flexibilité du système énergétique que vous avez aussi rappelé. Alors, on ne part pas d'une page blanche. Nous avons déjà un cadre réglementaire solide avec plusieurs directives importantes que l'on a revisitées récemment. Donc, la directive sur les énergies renouvelables, elle fixe notamment un objectif contraignant d'augmentation de la part des énergies renouvelables dans la chaleur de 1,1 point par an entre 2026 et 2030. Avant, c'était 0,8 points par an. Donc, on a augmenté le niveau d'ambition, ainsi qu'un objectif de 49% de chaleur renouvelable dans les bâtiments d'ici 2030. Ensuite, on a la directive sur l'efficacité énergétique qui promeut la récupération de la chaleur fatale et qui impose une planification locale du chauffage et du refroidissement. Vous avez parlé de l'importance du territoire et de s'adapter à chaque territoire. Donc c'est important cette planification à la base pour cerner les besoins et les moyens pour le mettre en œuvre. Enfin, la directive sur la performance énergétique des bâtiments qui prévoit, entre autres, l'interdiction de subventionner des chaudières à gaz dès le 1er janvier 2026 pour faire évoluer les choses aussi. Et enfin, le plan Repower EU dont je vous ai déjà parlé qui vise à doubler le déploiement des pompes à chaleur et du solaire thermique. Alors, malgré ce cadre, les avancées sont encore trop lentes. Et donc, en 20 ans, on est passé de 11% à 26% de chaleur renouvelable. Et à ce rythme, les objectifs pour 2030 seront hors de portée. Donc, comme vous l'avez rappelé, la Commission européenne travaille actuellement à une nouvelle stratégie sur la chaleur et le froid qui sera présentée, pour être encore plus précis, au premier trimestre 2026, en même temps que le plan d'action pour l'électrification. Et les deux, c'est très important, sont pensés en même temps car ils sont complémentaires et doivent être élaborés de manière totalement cohérente. Donc, l'objectif principal de la future stratégie est clair. On veut accélérer la mise en œuvre du cadre législatif actuel en identifiant les freins qui ralentissent la décarbonation de ce secteur et en proposant des actions ciblées à chaque niveau. Une consultation publique est en cours et je remercie ceux d'entre vous qui ont déjà répondu. Et un dialogue avec les parties prenantes est prévu le 7 novembre, donc tout bientôt, à Bruxelles. Alors, je ne peux pas rentrer dans les détails de la stratégie puisqu'elle est en cours d'élaboration, mais je peux partager déjà quelques orientations et en tout cas les axes sur lesquels la Commission travaille. Donc, tout d'abord, mieux planifier au niveau local en donnant aux collectivités les outils pour identifier les besoins, les ressources locales et les solutions techniques disponibles. Accélérer le déploiement des technologies propres, donc les pompes à chaleur, le solaire thermique, avec une attention, et d'autres technologies, avec une attention particulière à la formation des installateurs notamment, à l'accessibilité financière et à l'innovation dans les modes de financement. Et un autre axe est d'améliorer l'efficacité et la flexibilité du système en connectant mieux les réseaux électriques et thermiques. Et enfin, un axe central portera également sur la valorisation de la chaleur fatale, qui est aujourd'hui largement gaspillée. On estime que le potentiel de chaleur perdu en Europe pourrait couvrir l'ensemble de nos besoins en chaleur, en froid et en eau chaude. Donc pour cela, il faut créer les bons signaux de marché, lever les freins réglementaires et développer les outils de suivi et de cartographie locale. Donc, je pense avoir démontré que la chaleur renouvelable, en général, est un levier stratégique pour atteindre les objectifs du pacte vert et la Commission européenne y travaille. Merci Jessica Harson de nous avoir exposé les ambitions de la Commission européenne sur la chaleur renouvelable. C'est important d'avoir des ambitions pour fixer le cadre parce qu'après, il faut mettre des moyens. Bon, après, on parlera des moyens, on aura l'occasion d'en parler toute la journée. Mais ce n'est pas tout de suite le sujet. Violaine Tarizo, donc, les ambitions européennes, on les connaît un peu plus. Les ambitions françaises. Dans la PPE3, Jessica, Madame Géano, l'a dit à l'instant, on a une trajectoire, on sait où on va sur la chaleur renouvelable. Alors bon, tout à fait. Alors la PPE3, donc pour l'instant c'est un projet. Hein. Vous connaissez toute la version qui a été mise en consultation du public, donc je ne pourrais pas trahir d'autres secrets finalement sur
et si j'avais la réponse sur la date de publication ou sur le contenu de cette PPE qui sera publiée, mais en tout cas, l'objectif qui est dans la PPE, qui est dans le projet de PPE 3 qui a été mis en consultation, il reste le même. Et d'ailleurs, c'est ce que vous avez rappelé au niveau européen, hein, c'est une réflexion double, c'est la chaleur renouvelable, la chaleur décarbonée et de l'électrification, et on avance les deux ensemble. Donc, je l'ai dit en introduction, la PPE, elle se basait sur de forts objectifs d'électrification. Elle porte aussi des objectifs assez forts en termes de développement des filières. Donc, pour citer juste quelques ordres de grandeur, mais que vous avez, hein, j'imagine tous en tête, dans cette version donc, mise en consultation sur la géothermie, vous en parliez, on avait un objectif de x5 quand même de production entre 2022 et 2035 sur la géothermie de surface et x4 sur la géothermie profonde. On avait également des objectifs assez forts sur les PAC, par exemple, avec des objectifs, là on était environ à 40 TWh en 2022, on passait à plus de 100 finalement dans la fourchette 2035, et des objectifs aussi sur la biomasse solide, un peu plus faible en termes d'augmentation, on va dire, mais vous l'avez rappelé aussi parce qu'il y a des enjeux de hiérarchisation des ressources, mais sur lesquelles on reviendra après. Donc là-dessus, on est complètement en phase, on va dire, avec les objectifs portés au niveau européen et avec les objectifs qu'on rappelle finalement depuis le début de la table ronde, qui est de travailler sur une augmentation de la chaleur renouvelable de récupération en se basant finalement sur toutes les filières de chaleur renouvelable dans une logique de réduction des gaz à effet de serre en cohérence avec toutes les discussions au niveau européen et aussi avec nos objectifs de sécurité d'approvisionnement et d'adéquation avec le besoin local, parce qu'il y a des endroits où les PAC c'est plus adapté que la géothermie, que la biomasse, etc. Peut-être pour faire un petit pas en arrière et sur la PPE précédente, donc j'ai dit en introduction effectivement que c'était encourageant, hein, on a quand même bien développé nos filières, on est quand même en dessous des objectifs qu'on s'était fixés, sauf pour les PAC. Donc il y aura quand même un enjeu d'accélération des filières qui sera vraiment porté par cette PPE 3. Mais c'est essentiel pour nous d'avoir cette accélération qui est affichée et qui est ambitieuse, aussi pour donner de la visibilité aux acteurs qui investissent finalement dans ces filières. Vous l'avez rappelé, hein, c'est un coût finalement d'investir dans ces filières, c'est des décisions un peu stratégiques d'entreprise. Donc cette PPE, elle renforce vraiment, donc cette PPE à venir, elle renforcera vraiment les objectifs de développement de la chaleur renouvelable et de récupération. Peut-être un petit point pour conclure et revenir aussi à l'échelon local, puisque vous le disiez, il y a une question de décision, on va dire, générale et d'action locale. Cette PPE 3, quand elle sera publiée, je pense que vous l'avez aussi en tête, elle doit ensuite être régionalisée. Donc en fixant chaque région aura ses objectifs de développement des énergies renouvelables et de récupération qui lui seront propres, et donc la chaleur aura toute sa place finalement dans la réflexion sur la régionalisation effectivement des objectifs pour pouvoir avoir chaque région finalement qui capitalise un peu sur ses atouts. Et on sent finalement une appétence assez forte effectivement du niveau local sur ce sujet. Si on repense finalement aux zones d'accélération qui ont été introduites donc, par la loi pour l'accélération de la production d'énergie renouvelable, donc le travail a déjà été fortement enclenché par les communes là-dessus. Et ce qu'on constatait, c'est que finalement, les énergies qui étaient le plus représentées, c'était le photovoltaïque, parce que on imagine bien, c'est assez facile de visualiser ce que c'est. Et puis, il y a une question de solarisation des toitures. Et les énergies qui faisaient effectivement de la chaleur aussi, parce que ça a cette dimension locale et que je pense pour les communes, ça permet de voir à la fois la production et la consommation au même endroit. Donc, pour toutes ces raisons, finalement, on continuera à encourager le développement de la chaleur renouvelable et de récupération avec de forts objectifs portés au niveau national, mais aussi un accompagnement du niveau local qui souhaite s'en emparer. Merci. Franck Lacroix, donc on comprend bien que la transition énergétique, elle se joue dans les territoires. On en parle à l'instant aussi avec Jessica Larsson, l'ambition européenne de travailler à une planification sur les territoires. Comment on peut concrètement aider les collectivités locales à identifier les gisements, choisir telle solution par rapport à une autre ? C'est sûr que la transition énergétique, elle se joue évidemment dans les grands schémas, on l'a évoqué, au niveau de l'Europe, au niveau de chacune des nations. Mais enfin, dans la vraie vie, c'est quand même sur les bassins, dans les collectivités, au niveau régional, pour parler de la France,
que les choses se jouent. Et pour nous, c'est une formidable nouvelle. Enfin, on a tous ici dans cette salle été nourris au lait de la proximité des territoires. C'est ça qui nous fait vibrer. Et la réalité, c'est que l'équation énergétique, quand on est sur le bord de la mer, elle ne se fait pas de la même manière quand on est dans une ville en montagne. C'est aussi simple que ça, en vérité. Donc, oui, bien sûr, c'est un enjeu local. Et d'ailleurs, au fond, si on se place du côté des territoires, en fait, la question de la sécurité d'approvisionnement, puisqu'on parle de ça, en fait, le premier réflexe, c'est de produire localement. C'est aussi simple aussi. Voilà. On produit nous-mêmes, on dépend de personne d'autre, et on se débrouille, cette espèce d'autonomie là, idéale, qui ne se réalise pas, parce qu'en fait, ça ne serait pas l'optimum économique, par définition. Mais voilà, j'aime beaucoup cette idée de j'ai failli dire poupée russe, mais enfin, après ce qu'on a dit tout à l'heure, je vais prendre un autre exemple, je ne sais plus lequel. Bref, cette logique de système qui s'emboîte, en vérité, avec l'échelle régionale, locale, régionale, puis les échelles nationaux et les échelles au niveau de l'Europe, qui est tellement important pour que l'Europe, enfin, reprenne sa destinée, je dirais, industrielle. Voilà. Et donc, pour le coup, la question pour les locaux, c'est de tirer le meilleur parti des ressources qui sont sur leur propre territoire. Donc c'est comme ça que ça doit se jouer, la mer, le sous-sol, le soleil, les industries du coin, etc. Mais c'est aussi quelque part, donc les équations c'est ça, comment je tire le maximum des ressources. Pour tirer le maximum des ressources, il faut connaître les ressources. Donc il faut faire un inventaire, il faut savoir quelles sont les forces et les faiblesses de ce territoire. Deuxième chose, c'est, je pense, la question qui est évidente pour nous, mais qui, dans le grand public, ne l'est pas tant que ça, c'est de se dire, pour tirer le meilleur parti de ces ressources du territoire, il faut passer de la logique individuelle à la logique collective. Pour nous, c'est une évidence, mais il faut développer des infrastructures collectives. Ça ne veut pas dire un énorme truc pour tout le monde, mais ça veut dire des solutions mixtes. Mais enfin, voilà, on passe à ce modèle collectif qu'il faut donc densifier, étendre, connecter les unes aux autres. Et pour nous aussi, c'est une formidable nouvelle parce que ça nous permet de connecter, par exemple, les infrastructures industrielles avec les infrastructures urbaines, réconcilier la ville et l'industrie. C'est ça qui est en jeu autour de cette planification à l'échelle du territoire. Ce qui se joue aussi, c'est évidemment, dès lors qu'on a fait cet inventaire, qu'on développe les infrastructures pour utiliser au mieux ces ressources locales, ce qui se joue, c'est l'idée de ne pas les gaspiller. Donc, on reboucle encore avec notre dimension de sobriété, d'efficacité énergétique, qui est un enjeu majeur. Et puis, au passage, le dernier élément, c'est de ne pas gaspiller la ressource financière, on en parlait aussi tout à l'heure. Et donc, ça passe par l'optimisation des schémas, de l'ingénierie, en fait, de la conception de ces infrastructures énergétiques. On parlait du froid tout à l'heure, du froid et du chaud. L'idée de combiner le froid et le chaud, c'est un sujet fondamental d'avenir. Je regardais hier l'évolution des degrés jour. Dans notre métier, ceux qui sont nés comme moi il y a longtemps se rappellent qu'on avait les degrés jour, on avait tous les chiffres en tête. Dans ma tête, moi, c'était 2600 degrés jour en France, base 18. Voilà. Aujourd'hui, c'est 2200, en gros, si je fais simple, d'accord ? Les degrés jour froids, ça n'existait pas. D'ailleurs, ça n'existe pas. Enfin, c'est pas encore si clair que ça. Mais moi, je faisais le calcul entre 1980, à peu près où j'ai commencé, et aujourd'hui, le rapport entre les degrés jours froids divisé par les degrés jours chauds, vous voyez ce que je veux dire ? Il était multiplié par 5. Multiplié par 5 en si peu de temps. Ça veut dire que, alors qu'à une époque, le froid, ce n'était pas un sujet climatique, maintenant, ça l'est. On le sait tous, on le voit à travers les canicules. Maintenant, on le voit. Et je regardais tout à l'heure, au niveau des statistiques de la Fédération, le ratio entre la quantité d'énergie produite par les réseaux de froid et la quantité d'énergie produite par les réseaux de chaud n'est pas du tout proportionnel à cette évolution. Il est très en dessous. Donc, on a une vraie opportunité de développer le froid. Et je pense que la capacité de trouver des solutions qui permettent d'optimiser les investissements pour faire à la fois du chaud et du froid, faire des échanges, c'est un sujet majeur pour nous. Et peut-être un dernier élément, parce que vous le soulignez tout à l'heure, la perméabilité entre les réseaux électriques et puis les infrastructures locales de chaleur. Pour moi, c'est un enjeu d'avenir énorme, parce que toutes les infrastructures de chaleur vont s'électrifier, on va utiliser de plus en plus d'électricité,
Et ces objets décentralisés qui se comptent par centaines aujourd'hui, des milliers à l'avenir, pour peu qu'ils soient un petit peu connectés à un réseau électrique, et c'est évidemment le cas dès lors qu'il y a des outils de production, vont devenir un actif de production ou de consommation d'électricité très important. Et donc, ces infrastructures qui, pour l'instant, sont orientées vers le client, vont être aussi, par l'évolution des technologies, notamment digitales, devenir un objet en tant que tel, connecté au réseau électrique. Et donc, ces infrastructures vont participer de l'équilibrage, de l'intelligence du système global. Et pour moi, ça, c'est un enjeu majeur. Donc, on fait cette planification locale, mais cette planification locale, elle s'inscrit dans un système beaucoup plus global. Merci. Sylvie Géano, on parle depuis tout à l'heure de souveraineté énergétique au niveau européen, au niveau français, puis on comprend aussi qu'il y a une incidence pour les territoires, c'est un enjeu d'autonomie énergétique. Finalement, les projets que vous développez, ça devient des projets stratégiques aussi pour ces territoires. Oui, ça devient des projets stratégiques pour les territoires et c'est stratégique, je dirais, pour le pays et je dirais la planète entière, en fait. Et donc, il faut massifier. Il faut vraiment qu'on ait le temps de parler de cette massification et j'en arrive à ce point-là. Qu'est-ce qu'il faut pour massifier, c'est-à-dire accompagner nos élus qui ont tous compris que c'était un outil de politique locale majeur, aussi parce qu'il y a cette acceptabilité finalement de leurs citoyens autour des énergies renouvelables, autour du changer d'air aussi AIR qui est très prégnant. Le fonds chaleur, on l'a cité depuis ce matin à plusieurs reprises, il est très 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 important que ce fonds chaleur reste au bon niveau, à minima le niveau de l'année dernière, c'est-à-dire 800 millions. Pascal Guillaume, notre président de la FEDEN, a parlé du milliard. Oui, on a encore besoin de ça. Tout simplement aussi parce que le prix du gaz, alors il peut évidemment avoir des pics de prix, mais aujourd'hui, il n'est pas élevé, ce prix du gaz. Même le prix de l'électricité ne l'est pas non plus. Et donc, pour rendre acceptable et à des prix corrects ces projets-là, il y a encore besoin de cette subvention qui est une compensation, moi je dis du prix implicite du carbone, qui permet d'aller être compétitif versus une solution gaz. Ça, c'est très important. 2, il y a un autre outil qui accompagne l'efficacité énergétique au sens large de nos solutions, ce sont les certificats d'économie d'énergie. On a besoin de stabilité dans les systèmes de certificats d'économie d'énergie. Il y a beaucoup de monde qui travaille sur les fiches, c'est vrai, mais arrêtons peut-être de faire de l'innovation et gardons un peu de stabilité. Je pense que ça facilitera la vie à beaucoup d'acteurs pour avancer. 3, ce que vous avez dit et ce que vient d'être dit sur les écosystèmes, le fait qu'il va falloir faire résonner les énergies entre elles, il va falloir les gérer pour toujours consommer la meilleure énergie au meilleur moment. La meilleure énergie, c'est la plus bas carbone et la moins chère au meilleur moment pour avoir des systèmes les plus efficaces possibles et les plus économiquement intéressants. Eh bien ça va demander de la technologie, du digital, effectivement. Et finalement, on parlait beaucoup de smart grid. Il y a 4-5 ans, c'était très à la mode. On mettait beaucoup de choses derrière ce mot smart. On pensait beaucoup aussi réseau électrique, réseau de la ville, etc. Aujourd'hui, le smart grid va être, je dirais, très signifiant avec des énergies, qu'elles soient thermiques, électriques, qui vont être pilotées avec des systèmes de stockage et avec des modèles numériques qui intégreront aussi beaucoup d'intelligence artificielle parce qu'il va falloir optimiser tout ça. Et ça, effectivement, c'est pas basique et c'est tout. Je dirais, c'est un champ de développement. On est au début de l'histoire et c'est un champ de développement devant nous et des systèmes de stockage de chaleur, de froid, électrique, etc. Qui vont arriver sur nos systèmes. Être capable aussi d'appeler. Je pense par exemple à des chaudières électriques qui peuvent retrouver un intérêt à certains moments quand on les fait marcher, peut-être à des moments où les prix de l'électricité sont très peu chers. J'ai envie d'ajouter un 4e point qui est le sujet des sachants, le sujet des compétences. Parce que qui est capable de faire ces cartographies d'énergie dans les territoires ? Eh bien, ce sont les acteurs et les membres de la FEDEN ici présents. Et on aura besoin d'intelligence, on aura besoin d'ingénieurs, on aura besoin de techniciens et de compétences pour
pour réaliser ces projets-là. Et je peux vous dire que ça m'arrache encore le ventre de voir 1,5 million de jeunes aujourd'hui en France qui n'ont pas de boulot, qui sont les NEETs, comme on dit, hein, sans formation et sans rien. Alors que ça m'arrache aussi le ventre de voir des classes de lycée professionnels en génie électrique, génie climatique, frigorisme, maintenance, qui ferment encore. Vous voyez, on a une espèce d'équation un peu bizarre où il y a un champ de compétences, des métiers qui arrivent, des besoins qui arrivent et des jeunes qui se désintéressent de ces métiers, qui sont peut-être mal orientés, mal accompagnés et qui pourraient rentrer dans des carrières absolument motivantes, d'autant plus qu'ils appellent de leur vœu une accélération en matière de transition énergétique. Donc vous voyez, c'est des facteurs clés de succès, le fonds chaleur, la stabilité dans les C2E, le numérique, les compétences. Et j'en ajouterai évidemment un dernier, puisque j'ai cité tout à l'heure, il y a aussi des fonds de garantie qui ne sont pas vraiment de l'argent de l'État, qui permettent de sécuriser des projets sur de l'industrie, sur de la géothermie, ça existe déjà. Mais on peut réfléchir tous ensemble à améliorer un petit peu des systèmes assurantiels qui dérisquent les acteurs pour accélérer et rentrer dans ces projets de façon massifiée. Merci Sylvie Géano. Vous avez parlé des compétences. On aura une table ronde dédiée sur le sujet cet après-midi à laquelle participera Éric Garnier, le haut-commissaire. À ces questions, on lui posera évidemment ces questions. Puisque vous avez lancé le débat autour de la massification, on va en parler ensemble et ça sera l'occasion aussi pour chacune et chacun de conclure et on vous invitera ensuite à réagir. Jessica Larsson, puisqu'on parle de changer d'échelle, d'accélérer, de massifier, quels instruments aujourd'hui existent ou pourraient exister demain pour permettre à l'Europe d'aider à cette massification? Oui, alors c'est une question essentielle, la question du financement. Et évidemment, l'Union européenne cherche à soutenir cette massification avec ses instruments financiers. Alors, je vais commencer par préciser, ça commence mal, mais je vais me rattraper après, qu'il n'existe pas de programme européen spécifiquement dédié aux réseaux de chaleur. Mais cela dit, les réseaux de chaleur sont éligibles à plusieurs grands fonds structurels. Donc, en particulier, il y a le FEDER, qui est le Fonds européen de développement régional, il y a le Fonds de cohésion et il y a le Fonds pour une transition juste. Sur la période de programmation financière européenne actuelle, qui va de 2021 à 2027, on a 2,4 milliards d'euros qui ont été alloués à des projets de réseaux de chaleur via la politique de cohésion dans toute l'Union européenne. Si on ajoute les contributions nationales qui vont avec ces aides européennes, ça représente 3,2 milliards d'euros de subventions publiques. Donc ce n'est pas rien. Et en France, ça correspond à 72 millions d'euros qui sont programmés pour ce type de projet. Et tous les projets n'ont pas encore été sélectionnés. Donc il y a encore de la marge de manœuvre. Alors l'Union européenne, elle ne décide pas de l'allocation des fonds. En effet, la politique de la cohésion européenne repose sur le principe de subsidiarité. Autrement dit, ce sont les États membres et les autorités régionales qui décident comment ils utilisent leurs enveloppes au titre du FEDER ou du Fonds de transition juste, en fonction de leurs besoins et des priorités d'investissement local, donc vraiment dans l'objectif que ces objectifs qui sont fixés au niveau européen se traduisent de manière locale en fonction des spécificités de chaque territoire. Donc l'Union européenne, elle fixe les grands objectifs, mais ensuite chaque territoire choisit dans un menu d'investissement éligible, et ce menu inclut la cogénération, les réseaux de chaleur à haut rendement et les énergies renouvelables, dont la chaleur. Au-delà des fonds structurels, il y a d'autres programmes européens qui peuvent appuyer ce changement d'échelle. Vous avez déjà le programme LIFE qui peut fournir un soutien technique, notamment aux municipalités pour élaborer des plans d'investissement dans des nouveaux réseaux. Vous avez également le Fonds pour l'innovation qui est alimenté par les recettes du système ETS, donc le marché carbone européen, pour soutenir des technologies innovantes via des enchères. Et outre les financements octroyés par le budget européen, le système ETS1, qui impose un prix sur les émissions de CO2 des secteurs industriels,
favorise indirectement la décarbonation des réseaux de chaleur. Donc, à partir de 2026, les installations industrielles couvertes par l'ETS qui fournissent de la chaleur à des réseaux urbains pourront recevoir des quotas gratuits supplémentaires. Donc, le but, évidemment, là, est de créer des incentives. Et puis, il y a l'ETS2, le futur marché carbone pour les bâtiments et le transport routier, qui devrait rentrer en vigueur en 2027. Là, l'objectif, c'est de rendre les énergies fossiles plus coûteuses en internalisant les coûts environnementaux et donc de renforcer la compétitivité et l'attractivité des alternatives telles que la chaleur renouvelable. Mais ce mécanisme doit encore être transposé par les États membres, notamment par la France. Or, cette transposition, elle est aussi la condition pour bénéficier du Fonds social pour le climat, qui permettra de soutenir les ménages les plus vulnérables pendant cette transition. Et à cet égard, la France pourrait bénéficier de 6 à 7 milliards d'euros via ce fonds pour la période 2026 à 2032, afin notamment de financer les rénovations énergétiques des bâtiments, mais aussi l'installation de pompes à chaleur, de solaire thermique ou de réseaux de chaleur renouvelable. Alors, la grande question, c'est et après 2027, donc la future programmation budgétaire pluriannuelle de l'Europe. Donc, il y aura un nouveau cadre financier. Il est en cours de négociation. Je peux juste vous parler de la proposition que la Commission européenne a mis sur la table, mais évidemment, la copie finale va dépendre de la négociation entre les États membres et le Parlement européen. Dans la proposition de la Commission pour la France, ce seront 81 milliards d'euros à répartir entre les territoires avec une exigence européenne, c'est qu'au moins 43% de ces financements devront soutenir les objectifs du pacte vert. Et les priorités seront également orientées par les recommandations spécifiques à chaque pays qui sont émises dans le cadre du semestre européen. Et pour la France, ces recommandations insistent sur le développement des énergies renouvelables en général, sachant que la France donc, reste en retard par rapport aux objectifs européens, comme ça a déjà été mentionné. Donc pour conclure, l'Union européenne, elle offre un cadre financier large et cohérent qui permet aux États membres d'agir et elle met à disposition donc, des outils puissant, mais je dirais que la balle est dans le camp des États membres et des territoires pour les mobiliser pleinement. Et c'est là tout l'enjeu de la subsidiarité, c'est donner de la flexibilité, mais aussi de la responsabilité. Et en même temps, la Commission européenne, on est aussi là pour accompagner les territoires qui souhaitent utiliser ces financements sur comment les utiliser et un petit peu le mode d'emploi. Merci beaucoup. Alors, il nous reste 15 secondes, donc on ne va pas pouvoir prendre de questions. Malheureusement, on s'en excuse, mais on va se concentrer sur vos conclusions à tous les deux. Violaine Tarizo, de la DGEC, lorsqu'on parle massification, on ne peut pas ne pas penser à un outil qui est très important, qui est le fonds chaleur. Alors, chaque année, en fait, la question de sa pérennité et de sa hauteur se repose. Et quand on entend qu'il y a des projections à 10 ans pour atteindre nos objectifs, là on se dit qu'il y a vraiment un souci. Alors je sais que vous n'allez pas pouvoir nous répondre, il y a des questions budgétaires et il n'y a pas de lisibilité, mais néanmoins, est-ce qu'il y a une assurance ou pas de pérennité du dispositif ? Vous avez vu juste, effectivement, ça va être difficile pour moi de vous donner une réponse. Ce que je souhaitais déjà dire, c'était rappeler que le fonds chaleur, effectivement, c'est un outil qui joue un rôle déterminant dans le développement des réseaux de chaleur, que ce soit pour soutenir la décarbonation de la chaleur dans les secteurs de l'habitat, de l'industrie, de l'agriculture, et d'une manière qui est assez efficiente pour les dépenses publiques. Juste pour rappeler peut-être quelques chiffres d'un point de vue des aides entre 2009 et 2024, donc depuis le début finalement de ce fonds, c'est plus de 10 000 installations de chaleur qui ont été soutenues, plus de 4 000 km de réseaux de distribution, et ça a été une aide à hauteur de 5 milliards d'euros environ. Donc c'est assez massif et effectivement, c'est un levier fort pour aider à la décarbonation finalement et au développement de cette chaleur.
Pour 2026, on a bien conscience effectivement que les besoins restent élevés, mais effectivement, il y a des discussions budgétaires en cours dans un contexte budgétaire particulièrement contraint. Donc ça sera difficile pour moi pour l'instant de vous donner une quelconque garantie. Nous, on reste très mobilisés et on reste très attentifs finalement aux discussions budgétaires qui pourront avoir lieu. Ce qu'il faut par contre peut-être avoir en tête, et ce qui finalement est sous-entendu un peu dans cette question et aussi dans les interventions qu'il y a eu juste avant, c'est que le contexte budgétaire contraint nous impose aussi de repenser en quelque sorte l'efficience et ce qu'on cible via nos dispositifs. Vous avez parlé effectivement cadre des C2E qui a bougé fortement. On en est conscient et c'était aussi sous-tendu par une logique assez forte de repenser finalement dans finalement un contexte budgétaire global contraint, ce qu'on souhaitait continuer à soutenir de manière très forte, donc réintégrer avec des dispositifs où on réintégrait dans le dispositif des C2E, etc. Et de lutte contre la fraude. Donc on entend totalement le besoin de stabilité en fait pour les différents acteurs. On essaye de s'y atteler, mais on essaye aussi de conserver un maximum d'efficience dans le budget public, encore une fois, pour pouvoir continuer à soutenir le maximum de choses et de la meilleure manière la décarbonation. Donc c'en est de même pour finalement le fonds chaleur. Hein, il y a une certaine hiérarchisation finalement typiquement des énergies renouvelables et de récupération. Avec, on en a parlé juste avant, donc je ne reviens pas dessus, mais la biomasse finalement par exemple qui est mise plutôt à la fin. Et il y a un enjeu aussi pour accompagner l'échelon local de mettre en place, outre des aides financières, des réseaux aussi finalement qui peuvent les accompagner. Donc je pense notamment à ce qui est fait par le CEREMA, tout ce qui a été fait en lien avec le CEREMA, un peu à côté mais toujours lié dans le cadre de la planification portée par la loi APER, etc. Donc je ne serai pas beaucoup plus longue là-dessus. Je suis désolée de ne pas pouvoir apporter effectivement de grandes annonces sur le fonds chaleur. En tout cas, nous, on reste très attentifs et très mobilisés parce qu'on est effectivement conscient de l'importance qu'ont ces soutiens. Merci. Franck Lacroix, peut-être pour rebondir, à moins que vous vouliez conclure sur autre chose, mais le sujet budgétaire est extrêmement important et on voit bien qu'on rentre dans une incertitude budgétaire d'un temps long. Donc ça pose quand même la question comment on sécurise la soutenabilité du modèle économique de chaleur renouvelable. Vous nous avez exposé le modèle tout à l'heure hein, par rapport au modèle ancien, x2 sur la biomasse, x5 sur la géothermie. Donc c'est un vrai sujet. En fait, moi je pense que sur la soutenabilité de cette chaleur décarbonée, chacun dans notre partenariat public-privé doit tenir son rôle d'abord. Nous, on commence par commenter les soutiens. Notre rôle de l'entreprise, c'est de faire évoluer la compétitivité des solutions. Et donc, c'est de travailler sur la recherche, l'innovation, le réglage. Qu'est-ce qu'on va faire de l'intelligence artificielle, voilà. Notre première responsabilité, c'est quand même ça, plutôt que de commenter le soutien qui arrive pas, etc. Je veux juste le rappeler, parce que je pense que notre mobilisation, quelque part, et la crédibilité qu'on a quand on commande la question du soutien dépend de notre efficacité sur ce premier volet. Première chose. Sur la deuxième chose, bon, oui, la chaleur décarbonée aujourd'hui a besoin du soutien public pour être compétitive, en fait. Mais en fait, c'est pas tout à fait vrai, parce que c'est comme ça qu'on le présente. C'est vrai aux bornes du périmètre de la personne qui en reçoit le produit final, le client final. Lui, il dit « Désolé, votre truc, il est plus cher que le gaz, donc passez votre chemin ». Sauf que notre solution, elle a des additionnalités qui dépassent très largement le cadre de l'équation du bénéficiaire final, qui est, lui, celui qui décide. Mais si on étend l'équation à tout ce que ça amène, on a parlé du déficit du commerce extérieur, on a parlé de l'assurance pour éviter les catastrophes naturelles, etc. Si on dresse l'équation dans ce périmètre-là, d'un seul coup, ça devient rentable. Et moi, j'ai envie de dire la chose suivante pour conclure. Dans le débat qu'on entend matin, midi, soir, le week-end et tout le temps sur ce qui est en train de se passer au Parlement aujourd'hui, on utilise deux mots. On utilise recette, dépense. Je suis stupéfait, en vérité, qu'on considère que le fonds de chaleur, par exemple, parmi plein d'autres trucs, c'est une dépense. Je veux dire, dans n'importe quelle entreprise,
on ne raisonne pas comme ça, mais depuis des lustres. D'accord ? Il y a les dépenses courantes, très bien, il y a les OPEX, mais il y a les investissements. Où est la place de l'investissement dans le débat public aujourd'hui ? J'aimerais bien le savoir. Moi, je considère, Monsieur le Président de l'ADEME, je sais que vous vous battez beaucoup là-dessus, nous vous soutenons à mort. On espère bien qu'on va gagner 1 milliard plutôt que 800 millions, parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'on a lancé une dynamique qui nous amène bien au-delà de ce milliard en termes de projet. Je pense que le fonds chaleur, c'est de l'investissement. Et c'est de l'investissement rentable, et il ne faut pas le mettre dans la même catégorie que les dépenses de fonctionnement. Et je pense que ça, pour moi, c'est le message essentiel. Donc nous, on joue le jeu. On a des tas de projets, 2 fois plus de projets qu'on a de subventions aujourd'hui. Il faut qu'on ose, et je pense que les 800 millions, c'est bien sûr que c'est bien, c'est mieux que ce qu'on avait avant, mais si on a cette stabilité de l'investissement pour un investissement qui est le meilleur finalement dans les soutiens publics, eh bien on va avoir des problèmes tous ensemble, qu'on est en train de comprendre avec les projets qui étaient bâtis sur une hypothèse de subvention et qui, l'année d'après, et on comprend pourquoi, se retrouvent avec moins de subventions. Et donc la compétitive, bref, on tourne en rond. Et juste en rebond, et très rapidement, pour compléter ce que vient de dire Franck, c'est que 5 milliards d'euros de fonds chaleur, c'est au moins 15 milliards d'euros d'investissement au total en partenariat public-privé, et c'est les acteurs privés qui ont fait le complément. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire des solutions portées par effectivement les entreprises que nous représentons, de l'emploi, d'investir en France, et de l'emploi en France, c'est aussi autant que possible des solutions techniques et des matériels franco-européens, on l'espère, parce qu'on n'est pas sur nos métiers dans ce schéma des panneaux photovoltaïques qui viennent tous très majoritairement d'Asie du Sud-Est. Et donc il y a quelque chose d'extraordinairement vertueux. Et puisque le président de l'ADEME est là, je voudrais dire aussi que cette aventure humaine-là, au-delà des projets que nous faisons qui en sont une, c'est une aventure humaine, partenariat public-privé sur le terrain, dans les territoires, avec nos clients et aussi avec les équipes de l'ADEME où on décortique des projets et c'est quand même un truc qui marche. Donc voilà, merci pour ça. Merci, et merci beaucoup à nos intervenants qu'on applaudit. Merci Sylvie Géano, Franck Lacroix, Jessica Larsson, Violaine Tarizo. Merci beaucoup. On marque une petite pause. On se retrouve...